Donc ici, c'est un chantier d'insertion. Donc vous êtes là pour réapprendre à travailler, si je puis me permettre. Vérifier votre employabilité. Donc l'employabilité, c'est arriver à l'heure, partir à l'heure, respecter les consignes, le chef, l'état des téléphones portables, des choses comme ça. Prévenir quand on est malade. Oui, les choses normales. Oui, c'est tellement normal qu'on va quand même vérifier que vous les faites bien, parce qu'il y a personne qui les font pas. D'accord? Donc, puis après, on va voir aussi si vous êtes volontaire, si vous êtes motivé, si vous vous engagez, enfin, vous voyez, quoi, si vous voulez travailler, quoi, en gros. C'est juste une passerelle, hein, c'est vraiment pour... C'est un tremplin, comme dit M. Blanger. Voilà, c'est un tremplin, il dit ça bien. C'est vraiment pour vous mettre le pied à l'étrier, hein. Donc ici, vous êtes sur une exploitation maraîchère bio. Donc je vais essayer de vous imposer un rythme, d'accord? Il faut que je sache ce que vous valez. Que ce soit pour planter des salades, ou pour faire des pièces à Peugeot, ou pour je ne sais pas quoi faire, il y a forcément un rythme. Je connais aucun patron qui vous dira, bah, vous savez, ne vous stressez pas les gars, hein, faites comme vous voulez, d'accord? Il n'y en a aucun qui dit ça de patron. Non? Si, vous en connaissez, vous? Moi non plus, je connais pas, je suis râlée. D'accord? Ça va aller? Bien, je vous fais visiter alors. En dehors de la vache, la petite vache. Après, j'ai Monsieur Bertenand dans le tunnel 2 pour tailler les tomates, Monsieur Poiteux, repiquage des concombres dans le tunnel 11. Elles sont 5. Elles sont 5, faut que tu leur dises où sont les petits pots, puis qu'on cueille un petit pot. Vous venez avec moi? Avoir un travail ou pas, une obsession d'aujourd'hui. Toutes catégories statistiques confondues, plus de 5 millions de personnes recherchent un emploi en France. 5 millions. Depuis 30 ans, on nous explique que tout a été essayé contre le chômage, sans succès. Plus inquiétant même, le chômage ne serait-il pas en train de dégrader notre vie au travail? Comment font ceux qui se débattent, jour après jour, derrière les chiffres à la hausse ou à la baisse? Et si le plein emploi n'était plus la priorité absolue? Le voyage commence ici, près de Sochaux, dans la patrie de Peugeot, aux côtés d'anciens chômeurs de longue durée employés dans des structures d'insertion. Moi, je suis pas allée longtemps jusqu'au début 4e. Vraiment, je regrette maintenant. Ce serait tard. Tu regrettes? Bah, j'aurais continué, peut-être que j'en serais pas là, quoi. J'aurais peut-être un métier, on va dire, qui me plaît peut-être plus, ou plus dans ma branche à moi. Puis je serais plus cultivé, quoi, forcément. Bon, après, je suis quand même cultivé, quoi, mais... Il y a des trucs que t'apprends à l'école qui te servent pas, puis il y en a qui te servent toujours, quoi. Puis moi, j'aurais dû peut-être un peu plus continuer, quoi. Mais bon. Ah, putain. T'as intérêt de les tirer, hein, parce que sinon... T'as quel âge, Coralie? 24. Qu'est-ce que t'as fait comme travail avant d'être ici? Je travaillais dans une mairie. Je faisais du déneigement, de la voirie. Après, j'ai travaillé à Peugeot. Donc là-bas, tout le monde connaît, je crois. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais au montage, je mettais les freins à main. C'est la misère. Enfin, on va dire, ça serait plus facile pour un homme, quoi.
Et tu as travaillé combien de temps chez Peugeot? 3 mois. Mais je préfère ici, quoi. Y a rien à dire. Déjà, c'est plus dans mon environnement, quoi. Puis c'est mieux, quoi. On a une patronne compréhensible. Maintenant, les patrons sont pas trop compréhensifs, quoi. J'ai fait quoi? J'ai fait du service dans la restauration. J'ai fait dans les garderies, dans une crèche du moins. J'ai fait quoi aussi? Je sais même plus ce que j'ai fait. Et là, tes premières payes, tu vas les utiliser à quoi? À payer là où je suis hébergé, parce qu'il faut donner 25% de ton salaire. À acheter des habits ou des trucs que mes enfants ont besoin, puis payer des choses que j'avais pas payées avant. Enfin, donner une pension au papa surtout, quoi. Ouais, moi j'essaie toujours d'être consciencieux, de travailler comme il faut, de faire ce qu'on me demande, quoi. Je sais pas, quoi, on se dit, d'être mis de côté comme ça, on se dit, ben tiens, est-ce que je suis valable à quelque chose? Voilà, quoi. Puis on se demande ce qui cloche, en fait, quoi. Est-ce que c'est ma façon d'être avec les gens ou je sais pas, ça peut être tout, quoi. Enfin, on se remet souvent en cause à ce niveau-là, quoi. Parce qu'on ne sait pas, après, on est perdu. Moi, je suis capable de faire quelque chose, mais voilà, on me dit, bah non, on veut pas de vous, machin. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je pense que des fois aussi, c'est dur aussi de se vendre, ces choses-là aussi. Ouais, ça, c'est un grand mystère, quoi. de savoir argumenter, dire ouais, c'est moi le meilleur, tout ça, moi, je sais pas, peut-être que je sais pas le dire moi-même, hein, aussi. Que je peux... Ça, je suis un peu hors course à ce niveau-là, quoi, je pense. Quelque part. De toute façon, même déjà le mot vendre, ça me plaît pas. Donc voilà, c'est aussi ça, quoi. Alors que on se vend pas, quoi, parce que bon, on est des êtres humains quand même, quoi. Hein. T'as oublié. Maraîcher? Ce sera dur, je suis trop fainéante. Non, mais c'est un métier bien, mais c'est dur, quoi. Faut avoir du courage. Moi, j'en aurais pas assez. Mais tu connais des métiers où il faut pas de courage pour y aller, quoi. Ouais, mais ça, c'est un métier dur. En plus, t'es pas payé, voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, parce que tout le monde le dit que les agriculteurs, c'est ceux que, voilà, qui galèrent le plus. T'as déjà vu leur voiture? T'as déjà vu leur maison? Pourquoi vous êtes riche, Nathalie? Vous pouvez m'en donner, hein? Vous en avez trop. Donc tu connais des métiers qui sont pas durs et qui gagnent beaucoup. Bah ouais, enfin, qui doivent pas être Vas-y, raconte. architectes. Architecte, c'est pas dur non plus. Je sais pas. Bah ça, ils dessinent, quoi. Ils dessinent toute la journée et puis tu te fais une bonne paye. Non, mais le mieux, c'est un boulot à mi-temps, comme ça t'as du temps pour tout le monde. Il est marrant ton monde où tu vis avec Mickey, Donald et tout ça, toi. Bah, il faut avoir un peu d'imagination, parce que sinon, si on regarde la vie comme elle est, oh, putain, on déprime. Hein.
contrat d'embauche, ça n'existe plus, ça. Plus de notre époque. Hein. Le plus long contrat, il était de combien de temps? Le plus long contrat? Bon, je sais pas, 1 an et demi par là, quoi. Le plus long contrat, je crois que c'était un Peugeot, hein. Et le plus court? Le plus court contrat, voilà. On parle en quoi? En minutes, en heure ou en jour? Ouais. Je connais les trois. Hein. Ah, le plus court, ouais, je sais pas. Un jour. T'as eu des contrats d'un jour? Ah, bien sûr, ouais. C'est ça l'intérim, hein. Tu peux très bien avoir des contrats de 6 mois, comme tu peux travailler un jour à droite, le lendemain à gauche. Hein. Quand t'as pas d'embauche, tu prends ce qu'il y a. Hein. C'est toujours mieux d'être en intérim que de rien faire, quoi. Même si pour moi, l'intérim, c'est un peu de l'esclavage, quoi. Une fois qu'on n'a plus besoin de toi, au revoir, hein. J'étais en vie, on va l'obtenir. Ouais. Entrez, monsieur Fégoul. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, oui. Installez-vous. Comment ça va? Ça va, très bien, oui. Très bien. Oui. Alors la mission c'est terminé, ça y Ouais, est? c'est terminé. Oui, vous avez fini quand? C'est le 29. Le 29. Impeccable. C'était une impeccable. bonne mission? C'est une bonne mission Vous chez avez oui. travaillé combien de temps alors chez PSA? Du 12 au 29, ça me fait 10 mois. 10 mois. Mhm. Oui. D'accord. C'était la première fois? Ouais, Peugeot, oui. Oui, d'accord. Et puis donc ça s'est bien passé tout ce temps-là? Oui, oui, c'était bien C'est passé. vrai que pour nous, en tout cas, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Ah non, il n'y a pas de soucis. Pas ouais. d'absence, pas de retard. Pas d'absence. Enfin, vraiment, Non, non, rien vous du tout. avez été très très motivé sur cette mission-là. Oui, Hein? j'étais motivé. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner votre dernière paye pour la mission que vous venez de terminer chez Peugeot. Oui. D'accord. Oui. Mais ça va être aussi la dernière paye avec nous à Inéo. D'accord. Oui. Vous savez que quand vous arrivez dans nos structures en insertion, dans notre ensemblier notamment, d'accord, vous êtes là pour un certain temps. On demande pour vous un agrément, un accord de vous faire travailler. D'accord. Cet Oui. accord-là, il est valable un certain temps. Oui, mais l'agrément, c'était 2 ans, non? C'était 2 ans, Oui. d'accord. Ben là, vous avez terminé les 2 ans, on Oui. vous a laissé terminer votre contrat chez PSA, on n'allait pas arrêter le contrat en cours de route. Oui. D'accord. Donc vous avez terminé votre contrat, mais aujourd'hui, ça veut dire aussi que nous, on n'a plus la possibilité de vous faire travailler. Pendant tout au long de ces mois que vous avez fait avec nous, vous avez montré que maintenant, vous avez très bien progressé, vous vous êtes fait connaître dans une grande entreprise sur le secteur. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, quelque part, vous n'avez plus besoin de nous. Puis là, maintenant que vous êtes sur une bonne dynamique, c'est pas maintenant, il ne faut pas s'arrêter. Non, 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 pas du tout. Pas du Hein, tout. d'accord. Je suis toujours modifié. Vous êtes motivé, Oui, toujours. Puis vous êtes toujours souriant. Toujours. Merci. Merci, vous êtes très gentil. Donc, nous, on va voir un peu avec nos collègues de l'intérim classique pour leur proposer votre candidature. Leur merci. expliquer un petit peu qui vous êtes, Oui. comment ça s'est passé chez nous. Oui. Puis quand ça se passe bien, Oui, c'est que merci. du positif, donc il n'y a pas de souci. Merci. Et puis voir avec eux ce qu'ils vont pouvoir vous proposer après nous. Merci, vous êtes très gentil. Merci. D'accord. Oui, d'accord. Là, on va arriver sur les congés. Vous avez déjà prévu de partir en vacances, faire quelque chose ou Oui, je partirai en vacances. un petit peu pour Un vous petit poser peu cet été? pour reposer, voir la maman et tout. Ouais. Alors, est-ce qu'on enchaîne maintenant ou est-ce qu'on attend la rentrée pour Non, on contacter enchaîne. nos collègues? Non, non, vous enchaînez tout de suite. Moi, s'il y a quelque chose, moi, je laisse un téléphone, je rentre tout de suite. Moi, il n'y a pas de problème. Ok, bon, très Vous bien. enchaînez tout de suite au niveau de boulot. S'il y a un problème, moi je rentre tout de Vous suite. pouvez revenir. D'accord. Voilà, Bah, c'est moi, bien. s'il y a un courrier ou bien quelque chose, D'accord. moi je retourne dans les 24 heures, il n'y a pas On de fait problème. comme ça. Oui, Pas il n'y a de pas de souci. problème. D'accord. Ouais. On vous dit bonne chance, monsieur Fégoul, mais on se reverra de toute façon pour la suite. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, vous avez mon téléphone, s'il y a Oui, y a quelque pas de chose, souci. vous Pas de m'appelez, je serai là. D'accord. Même un exemple la semaine prochaine, je ne suis pas là. Il y a mon frère, mon cousin, il m'appelle. Moi, l'avion, elle fait 1h30. D'accord. Il n'y a pas. Profitez bien de vos vacances quand même. Merci. Reposez-vous.
On nous dit que les emplois précaires vont servir de tremplin vers de l'emploi durable. Est-ce que vous faites le même constat ? Je crois que malheureusement, c'est pas toujours vrai. Il y a encore ce processus qui débouche sur l'emploi durable, mais qui est loin d'être la totalité de ce que recouvre la précarité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pourrait parler, j'avais proposé de parler d'un précariat pour signaler une sorte de condition permanente. C'est-à-dire qu'à la limite, on reste longtemps dans ces alternances de travaux précaires, et même à la limite, ça peut être toute sa vie, comme si, au fond, il se constituait une sorte de couche de la division du travail qui se développerait au-dessous du salariat. Ce qu'il y a derrière la notion d'emploi, c'est considérablement dégradé. C'est plus l'emploi qui permet de vivre, on va dire, et qui permet d'assurer une sécurité, mais ce sont des bouts d'emploi. Des petits bouts d'emploi, encore une fois, les missions d'intérim, les CDD. Aujourd'hui, par exemple, si on considère les flux d'embauche, il y a plus de 60% des embauches qui se font sur des CDD de moins d'un mois. Donc c'est quand même... les nouveaux arrivants sur le marché du travail, en tout cas ceux qui sont en recherche d'emploi, voilà ce qu'ils trouvent sur le marché du travail. 60% et plus de CDD de moins d'un mois. Et c'était 45% il y a une dizaine d'années. Donc ça aussi, c'est une réalité qui grossit de plus en plus. Vous me disiez, c'est le parc des automobiles Peugeot ? Oui, du grand patron Peugeot, quand ils ont commencé à faire les voitures Peugeot. Il habitait là où ils ont fait maintenant la maison de l'enfance. Et vous avez déjà travaillé chez Peugeot ? 3 semaines en intérimaire quand j'avais 19 ans. C'est tout. Et pourquoi après vous n'avez plus jamais travaillé chez Peugeot ? Parce qu'après, je me suis occupé un peu de ma maman, qui était bien malade. Et puis après, j'ai eu mes filles, j'ai eu des petites jobs à droite, à gauche. Et puis ça s'est fait comme ça. L'industrie, c'est pareil, c'est qu'on n'a pas de diplôme, on n'y rentre pas comme ça, quoi. Et votre père, il travaillait pas chez Peugeot ? Si, aussi. Il a fait plus de 40 ans chez Peugeot. Ça fait 4 chats, un chien, 2 oiseaux, des petits poissons, 2 tortues, 2 cobayes et un chien. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. C'est une petite ménagerie, mais on est tout content de les retrouver le soir quand on rentre. On s'en occupe, on donne à manger, à boire. Et puis voilà, ça fait une compagnie aussi pour les petites. Et c'est le plaisir aussi qu'elles ont, quoi, parce que je peux pas leur apporter beaucoup de plaisir, alors je peux pas dire que je me sacrifie, mais ça coûte cher quand même, mais on se permet ça, quoi, de prendre des bêtes et puis de les élever, quoi. Hein, tu dis Elle date un peu, la dernière qui date de janvier. Alors c'était 669 et puis je faisais 22 heures. Comme ils ont descendu à 20 heures les contrats, c'est 610 euros. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme revenu ? Les allocations familiales pour les 2 enfants. En tout, ça vous fait combien par mois ? En gros, dans les 900 euros. Et alors, comment vous vous débrouillez avec 900 euros ? Là, j'ai eu droit à l'APL. Alors moi, je paye un peu moins de loyer. Et puis on essaie de se débrouiller. Hein. Quand ça... La paye vient, on mange un peu mieux. Mais des fois, on mange un peu moins parce que... moins bien, du rapide, etc. Parce que la fin de mois, c'est pas toujours évident. Mais autrement, on s'habille d'occasion. Les filles, elles ont des jeux, des cassettes, des DVD, etc. Pareil, d'occasion. Et puis on arrive à tourner comme ça. Et là,
Vous savez quand ils vont vous dire si ça va être Non, renouvelé? pas du tout. Je sais que je finis le 7, mais je sais pas s'il y a un oui ou un non à la fin, quoi. Ça, c'est dur à vivre, et puis on espère, mais bon, on se dit, bon, entre-temps, si on n'a rien, vaut mieux refaire un contrat de 6 mois que de rien avoir. Si vraiment j'ai rien, il faudra que je retrouve du travail. Ça, il n'y a pas de souci. Pour mes filles, et puis bon, ben, pour moi-même, quoi. Parce que mes filles, elles sont pas finies d'être élevées, elles n'ont pas fini leurs études. Il faut que je bouge pour elles. Hein? Bah, qu'est-ce que tu fais? Pas sous la table? Tu veux quoi, toi? C'est un 2 fruits? Les deux? Oui. Elle avait envie de dire les deux. C'est juvénile. Non, je cherchais un métier qui est un peu en lien avec la médecine et puis les enfants. Puis au départ, je m'étais dit pourquoi pas pédiatre. Puis au collège, il y a tous les gosses qui font un stage découverte en entreprise. Puis moi, j'ai été à la crèche. Je parlais avec... elle était auxiliaire de périculture, je crois. Puis c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors je me suis renseignée, j'ai appris qu'il fallait quand même passer par infirmière. Et puis voilà, quoi, je me lance là-dedans, on verra bien. On croise les doigts. D'accord. Il est bouché et puis il met des gens. Ah, d'accord, ok. On commence toutes les semaines, hein. Si vous voulez repasser sur jeudi, on aura un autre arrivage. La semaine prochaine? La semaine prochaine, oui. Jeudi, c'est férié, madame. Jeudi, ça sera Ah oui, jeudi, c'est férié. Alors, ça sera sûrement mardi ou mercredi. Voilà. Et ça sera en réunion. Voilà. Non, je suis venue dans le magasin et puis j'ai commencé sur Héricourt. Et puis bon, la chose qui me faisait peur, c'était un petit peu la caisse. Mais bon, quand j'ai commencé à taper sur la caisse, à rendre la monnaie, il n'y avait pas de problème. Ça a été tout de suite, quoi. Vous cherchez quelque chose de particulier ou pas? Non, moi je regarde Non, les maillots. regarder. Oui, bien sûr. Est-ce que le chômage et la précarité touchent tout le monde de la même manière? Et est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer ce risque? Si ce risque était également distribué, on y passerait, un tiers de la population y passerait chaque année, puis on recommencerait, voilà. Donc c'est déjà assez conséquent, on va dire. Et en plus, on sait très bien qu'entre Madame Parizeau et l'ouvrier de Peugeot, la probabilité d'être au chômage n'est pas exactement la même. Donc il y a une précarité qui se concentre sur une partie de la population. Et je pense qu'on peut estimer, compte tenu de ce qu'on sait un petit peu de ces phénomènes-là, qu'il y a une bonne partie, il y a une bonne moitié de la population, c'est qu'elle est la plus précaire, disons, qui doit passer, on n'a pas d'indicateur, je disais tout à l'heure, 1 année sur 3, peut-être 1 année sur 2, dans ce genre d'aller-retour. C'est-à-dire, grosso modo, la moitié de sa vie dans des situations précaires. Si on évoque justement le travail précaire, on est du côté de ces perdants, c'est-à-dire d'une partie de l'ancienne classe ouvrière qui était quand même relativement intégrée dans la structure sociale, qui avait justement en général un travail stable, des protections, etc. Et je crois qu'on pourrait dire, bon, je simplifie un peu les choses, mais qu'il y a une partie de cette ancienne classe ouvrière intégrée qui a en somme un peu perdu pied et qui se trouve dans cette sorte de situation de flottaison, où elle n'est pas
complètement exclue, comme on dit, et bon, elle est encore raccrochée au travail, d'une certaine manière, à la protection sociale aussi. Par exemple, le RSA, ça veut dire qu'on ne laisse pas quand même complètement tomber les gens. Ils ont droit au moins à un minimum d'allocation, d'argent public. Donc, ils n'ont pas complètement décroché, mais ils sont dans ces situations instables, provisoires et certainement très, très difficiles à vivre. Donc le chariot, ça lui permet d'avoir toutes les pièces à proximité, vous voyez, pour éviter tous les déplacements. D'accord. Donc en fait, elle a essentiellement du lissage à faire. Oui. Et ça, c'est plutôt du clipage à ce moment-là. Tout à fait. D'accord. Et donc, elle a cette grosse... En fait, c'est ça la plus grosse pièce qu'elle a positionnée. Voilà. Et j'ai vu qu'elle positionnait aussi des... Donc c'est par bout. Ça, c'est un par-bout. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne dénote pas de choses particulières, pas de défauts qualité, les gestuels sont bons. Au niveau, moi, de ce que j'ai pu dénoter, de ce que nous, on a comme retour, au niveau de l'assiduité, il n'y a aucun souci. On est bien d'accord sur ça. Aucun défaut au niveau de la qualité. Stéphanie apporte des améliorations sur son poste de travail. D'accord. Donc elle fait preuve d'initiative, vous diriez ? Tout à fait. Elle vous sollicite, elle vient vous voir pour dire je pense que si on faisait comme ça, ça faciliterait le travail, on irait plus vite, ce serait une meilleure qualité. Elle explique ce qu'elle veut faire, enfin qu'est-ce qu'elle pense faire de bien, et derrière elle va déposer ce qu'on appelle un déclic, c'est une suggestion quoi. Puis on en parle ensemble, ce qu'elle me explique bien. Mais il y a des bonnes idées, de très bonnes idées qui arrivent. Donc en fait, en 2 mois de présence, on peut dire que c'est quelqu'un qui s'est très bien intégré, qui fait preuve d'initiative puisqu'elle a déjà déposé des déclics, et puis qui cherche vraiment à aller de l'avant, quoi. Tout à fait. D'accord. Ça fait combien d'heures là que vous travaillez sur la ligne ? Depuis 13h12, ça fait 6 heures. Et à partir de quel moment la fatigue monte ? Ça dépend si on est le matin, si on est d'après-midi. Après, comme là on vient de faire des DS, donc comme c'est le début, on a un petit peu de mal encore, donc faut aller assez vite. Mais bon, sinon ça va. Vous aviez déjà travaillé en usine ? Oui, pendant 8 ans. Mais c'était de l'industrie plastique. Donc là, c'était beaucoup plus de l'aspect, on va dire, puisque c'était des pièces pour téléphone portable, choses comme ça. Donc c'était beaucoup de contrôle visuel, d'aspect de pièces. Il y avait beaucoup moins de manipulation physique, on va dire. Là, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est vrai qu'au début, on a mal aux poignets, on a mal aux bras. Quand on n'a pas l'habitude, c'est normal, quoi. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on est habitué, ça passe bien.
prends la bonne place hein, quand même. Hein. Je vais prendre la place que tu vois. À ta droite. Et alors, c'est quoi l'histoire de ce site et l'histoire des ouvriers de ce site dans les 30 dernières années? Alors on est passé de plus de 40 000 personnes en 79 à 12 000 aujourd'hui. Donc c'est une division par plus de 3, alors que les volumes de production qui sont réalisés sont du même ordre. Le boulot consiste à comment supprimer un poste sur une équipe et à répartir le boulot de cette personne qui va disparaître sur les autres. Et les travailleurs qui avaient manipulé des pare-chocs, des batteries, des éléments très lourds le long des chaînes sont usés. Donc c'est ça les politiques sociales, faire disparaître toutes ces populations ouvrières à un moment donné très, très âgées, très fatiguées, etc., mal de dos, etc., pour mettre une population plus jeune, mais sans prendre le risque de les embaucher en CDI, donc en appelant l'intérim, pour avoir du sang neuf permanent avec des gars qu'il faut qu'ils rament, puisqu'ils veulent avoir une espèce de probabilité d'embauche. À partir des années 80, on est parti dans d'abord un arrêt des embauches, hein, clair et net, et puis l'accumulation des plans sociaux, des plans de départ, donc qui ont consisté principalement en des plans de pré-retraite pour les anciens et de l'incitation au retour au pays pour les travailleurs immigrés. Et puis dans les années 90, une politique d'externalisation de toute une série d'activités qui étaient faites avant dans l'usine et qui ont été sous-traitées. Donc l'usine s'est en grande partie vidée jusqu'au changement de PDG. Et à ce moment-là, M. Foltz, le nouveau PDG, a changé de stratégie. Les effectifs ont continué à baisser, mais l'activité du site de Sochaux a considérablement augmenté, ce qui a amené de la part de la direction un recours systématique au travail précaire, intérimaire. C'est devenu une politique constante. On a beaucoup de jeunes intérimaires en ce moment qui arrivent, avant la reprise du travail, on discute avec eux, ils ont un nœud au ventre, ils ont le stress déjà. Voilà, parce que le problème, c'est avoir un contrat. Rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Moi, ils n'ont aucun avenir. Dans un premier temps, on nous a présenté l'intérim et les CDD comme des tremplins vers le CDI. En réalité, c'est une mystification, parce que 9/10 des salariés intérimaires ou CDD, ils vont se retrouver dehors à la fin de leur mission. Et ça pèse sur la vie de l'équipe, parce qu'un ouvrier sur 3 actuellement est précaire. Donc la possibilité de créer des liens, de créer des solidarités entre embauchés et précaires, elle est plus compliquée. Ces gamins, quand même, qui ont galéré pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains, avant de trouver simplement un contrat, ne sont pas prêts de l'abandonner. Et les solidarités ouvrières qui pouvaient exister, c'est vrai que, voilà, ils n'ont pas beaucoup. D'autant que le précaire, comme ça a été dit, il est sous pression. Il ne peut pas se permettre d'aller protester qu'un poste est trop chargé. Il peut difficilement refuser quand on lui demande de rester le soir ou de venir le samedi. Donc quand des intérimaires ont tenu un poste nouveau, chargé, etc., et que demain, c'est un salarié en CDI qui doit le tenir, c'est difficile pour lui de dire ce poste est trop chargé, puisque les autres l'ont fait. Voilà. Vous avez dit on est obligé d'avoir un volant de souplesse. Oui, voilà. Et expliquez-nous pourquoi. Pour l'automobile, on est obligé d'avoir une variable d'ajustement. Cette variable d'ajustement, c'est l'intérimaire. Alors, quand l'activité est forte, on va être obligé de recruter des gens avec peu de qualifications et via la formation, on essaiera de leur donner le minimum possible sur des postes qui ne nécessitent pas une grande qualification. Et si jamais l'activité se retourne un peu, comme malheureusement il arrive que ça se produise, dans ce cas-là, c'est ces personnes-là qui sortiront en premier. On lâchera un peu d'intérimaire. Donc, c'est une variable d'ajustement sur notre effectif, oui.
Quelqu'un qui rentre chez Krila aujourd'hui, sans qualification ou avec peu de qualification, et qui a la volonté, et qui progresse, etc., peut se voir proposer un CDI au bout d'1 an et demi, 2 ans. Enfin, ça laisse le temps de connaître les personnes. Hein. Oui, l'intérim, c'est un peu la période de fiançailles avant le mariage. Il y a, je dirais aujourd'hui, quand même à convenir du fait que l'intérim, c'est une liberté pour la personne aussi. C'est-à-dire qu'il y a des situations certainement qui sont subies. Des gens ne choisissent pas d'être intérimaires, ça c'est bien évident. Mais il y a aussi pour certaines personnes la possibilité de pouvoir très rapidement, et je dirais sans dette aucune, pouvoir quitter, faire autre chose et partir ailleurs. Je pense qu'on peut aussi dire que ce n'est pas que des situations subies, l'intérim. Cela dit, pour l'entreprise, c'est effectivement, pour en tout cas Krila, c'est devenu un mode d'intégration et un mode de recrutement. Finalement, aujourd'hui, l'intérim revient à reporter une partie du risque de l'entreprise sur ces salariés-là. Alors qu'au départ, c'était, on va dire, les actionnaires qui portaient ce risque. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert-là qui s'est fait dans les 30 dernières années ? Je dirais que le transfert de risque est quand même mériterait d'être détaillé, parce que c'est difficile de vous contredire dans cette affirmation. Il y a de nombreux risques nouveaux qui existent, qui sont portés par les entreprises aujourd'hui, qui n'existaient pas si on remonte à quelques années en arrière. On n'a aucune vision de ce qui va se passer, on ne sait pas qui va racheter qui dans nos clients, qui va vendre quoi à qui, etc. On ne sait pas finalement si on aura du travail ou pas, hein, au niveau de l'entreprise. On subit aussi des fois certaines choses, même si on est très bon techniquement, très compétitif et autres, il y a des réalités qui nous dépassent. À partir du moment où on a un horizon, à partir du moment où on a des perspectives, on voit le monde différemment. C'est plus rassurant. Et c'est vrai que les gens qui sont les moins qualifiés ne sont pas responsables de l'économie mondiale. Ils vont subir des situations où ils ne vont pas beaucoup les choisir. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il faut pouvoir maintenir le plus longtemps possible déjà ce qui existe. Bon, les entreprises plébiscitent la flexibilité. Mais est-ce qu'il a été démontré statistiquement que la flexibilité faisait reculer le chômage ? En réalité, on ne dispose pas d'études statistiques qui auraient montré un lien clair entre la flexibilité des différents marchés du travail et les taux de chômage connus par ces différentes économies ou sociétés. On n'arrive pas à mettre en évidence une relation statistique entre flexibilité et réduction du chômage. Bon. Par contre, ce que les statisticiens arrivent à mettre en évidence, c'est une relation entre la flexibilité du marché du travail et ce qu'on appelle sa fluidité, c'est-à-dire le rythme auquel les chômeurs entrent et sortent du stock de chômeurs, c'est-à-dire le renouvellement, on pourrait dire, des personnes qui sont au chômage. C'est-à-dire que si on veut résumer, la flexibilité ne crée pas nécessairement de l'emploi ni ne réduit le chômage, mais aide à faire tourner les gens plus rapidement dans la queue qui s'est installée quand il y a du chômage. En réalité, la flexibilité du travail ne sert pas à créer des emplois, elle sert à garantir un niveau constant pour les profits. Il s'agit de préserver, même en situation économique ralentie, difficile, de préserver le niveau des profits en ajustant, en réduisant la masse salariale dès que l'activité économique est réduite. Ça permet de satisfaire les exigences de rentabilité des actionnaires et des milieux financiers, même en conjoncture économique déprimée. Et alors, pourquoi, puisqu'il y a plus d'argent pour les profits, il devrait y avoir plus d'argent pour les investissements, d'après la théorie classique, et donc ça devrait créer des emplois. Alors pourquoi ça ne marche pas comme ça? Ah oui, alors là, on met le doigt carrément sur le cœur du réacteur en disant ça, parce que, bon, effectivement, c'est une certaine vulgate économique, un discours assez banal qui dit, bon, bah, les profits d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain et ce sont les emplois d'après-demain. Bon, ça n'a jamais vraiment fonctionné comme ça, mais dans la période du capitalisme financiarisé, encore moins que jamais. Pourquoi? Parce que, justement, la modification du partage de la valeur ajoutée, du partage des revenus,
en faveur des profits a fait que de plus en plus les profits se font contre les salaires, on va dire ça, comme ça, contre les salaires, et moins par la croissance de l'activité des firmes, et moins par la croissance de leurs projets d'entreprise, de leurs investissements. Bon. Donc il y a un certain profit paresseux qui se fait dans l'économie, et si la paresse est d'un côté, elle est plutôt de ce côté-là, comme si les actionnaires disaient aux entreprises, écoutez, c'est pas la peine de vous lancer dans des projets pharaoniques de croissance, d'emploi et de développement. D'ailleurs, ça risque d'être trop risqué, ça risque de pas être suffisamment rémunérateur. Faites juste ce qu'il faut et ne mettez en œuvre que les projets d'investissement qui rapportent du 15 ou du 20%. Et puis, vous arrêtez, et l'argent dont vous n'avez plus besoin, vous le versez aux actionnaires. Voilà. Et là, quand on dit ça, on est au cœur du fonctionnement de ce capitalisme financiarisé. On se fait vite des illusions, hein, comme on dit. Chez Peugeot, c'est plus ce que c'était quand j'ai commencé en 1977. Hein. Au niveau charge de travail, au niveau ambiance, au niveau coaching du personnel, comme ils appellent ça, c'est plus l'entreprise aux ouvriers. Hein. Vous savez, courir après des voitures toute la journée, faire la même chose, des gestes répétés sans réfléchir, quelque part ça vous détruit un peu de toute façon. Hein. Vous avez des postes physiques, non physiques, des conformités. À un moment donné, dans la journée, vous avez un trou, vous savez même plus ce que vous montez, à force de toujours faire la même chose. On ne réfléchit plus, on est robotisé. Une des entrées du centre de production de Sochaux. Ça fait combien de temps que vous venez travailler ici? Là, ça fait 34 ans. J'étais jeune. On qualifie de différents noms, le bagne, la prison. On nous ravage constamment, il faut faire du profit. On est devenu une valeur ajoutée. On rajoute une valeur, nous sommes une valeur ajoutée. Ils emploient des mots, ça ôte ma dignité personnelle. Je suis une personne, je suis un être humain. Si ça va pas, tu changes de boulot, on nous dit carrément. Tu vas voir ailleurs. C'est un peu lamentable, ça. On a un outil de production, on fabrique des voitures. C'est des personnes qui sont au bout. C'est pas des numéros ou n'importe quoi. C'est des personnes. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de toutes ces évolutions sur le fonctionnement du capitalisme financiarisé par rapport à un capitalisme de plein emploi? Le capitalisme, disons, des 30 Glorieuses, il reposait sur un compromis social qui était le suivant. Vous, les salariés, vous acceptez la discipline de l'usine, le travail à la chaîne, les conditions de travail pas toujours très faciles. Mais nous, les capitalistes, les industriels, on vous accorde des hausses de salaire et on finance le développement de la protection sociale. Aujourd'hui, il n'y a plus de compromis social. Le capitalisme peut imposer, et les détenteurs de capitaux peuvent imposer leurs conditions aux salariés, c'est-à-dire moins de sécurité d'emploi, moins de protection sociale, des salaires en stagnation ou en baisse, des conditions de travail dégradées. Donc aucun avantage finalement, une situation qui se dégrade sur tous les plans, mais qui est rendue possible par la contrainte, l'arme
du chômage et de la précarité, qui oblige les salariés à accepter cette nouvelle condition salariale dégradée. Quel rôle joue l'État dans ce grand bouleversement? En 2008, le gouvernement fusionne l'ANPE et l'UNEDIC. Ainsi naît Pôle emploi, le bras armé de l'État sur le marché du travail. Objectif affiché du nouvel organisme, fluidifier le marché du travail et accélérer le retour à l'emploi des chômeurs par un accompagnement plus personnalisé. Mais ces objectifs d'apparence anodine dissimulent une autre réalité, aussi mal vécue par les salariés de Pôle emploi que par les chômeurs. La crainte que nous aussi on a, pas forcément tout de suite, mais que demain, on arrive à un système où le conseiller vous dise bon voilà, si vous voulez qu'on continue à vous payer votre allocation chômage, ben vous avez peut-être intérêt aussi à accepter toutes les offres qu'on vous propose. Bah, mais des fois, c'est con parce qu'on fait des études et on se retrouve à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Voilà. Et nous, on pointe ce risque-là aussi, c'est que demain, on soit peut-être dans un système où on vous oblige peut-être un petit peu à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire, parce que il faut retourner vite au travail, etc. Non, mais c'est pas très bon non plus, parce que après, toutes les bases qu'on a acquis par rapport à nos études qu'on a fait, par exemple, si on fait le même travail pendant 10 ans, au bout de 10 ans, on ne se rappellera plus de rien. C'est comme si on n'avait rien fait du tout. Oui. Bonjour. Ah bah voilà, par rapport donc à votre entretien d'inscription, là, ça c'est... Très long. Ça a été long? Très long, ouais, ils ont du mal quand même. Elle va toujours derrière demander parce qu'elle ne sait pas quoi faire. D'accord. Et donc du coup, vous ressortez, est-ce que vous savez si vous allez être indemnisé? Non, je ne sais pas du tout. D'accord. Et on va vous donner une réponse sous combien de temps? Je ne sais pas. On ne m'a rien dit du tout. Donc voilà quoi. D'accord. Et par ailleurs, vous cherchez dans quel domaine? Moi, je suis secrétaire à la base, mais sinon, je cherche dans l'agroalimentaire. D'accord. Voilà. Donc là, vous terminez un contrat saisonnier? J'avais un contrat pour une promotion dans la viande, quoi, et ils m'ont arrêté, et puis voilà. Quoi. Vous avez fait combien de temps, là? 10 jours. 10 jours. 10 jours, ouais. Et excusez-moi, pour l'instant, vous vivez avec quoi, puisque... Rien. Moi, rien. Il n'y a que lui qui travaille. Moi, j'ai rien, parce que je ne sais pas, Pôle emploi, ce que je serai indemnisée. Tout, on vit avec 2 enfants, et j'ai pas de rémunération, donc je ne sais pas. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous saurez? Non, je ne sais pas. Alors là, vous sortez et vous ne savez pas ce qui va se passer après? Non, je ne sais pas. J'attends. En espérant trouver du travail d'ici là. Voilà. Merci. De rien, bonne journée. Au revoir. Au revoir. On devient méchamment administratif parce qu'on n'a pas le temps de faire ce qui est nécessaire et qui va au-delà de l'administratif. On le sait bien, on est agent de production maintenant. On nous appelle comme ça, on est à la production. Donc on produit des entretiens et en veux-tu, en voilà, et puis point barre, quoi. En 10 ans, là, il y a eu une dérive énorme sur le travail. Aujourd'hui, on a un demandeur d'emploi en face, il faut lui trouver un emploi. Il n'y a plus que ça. Un demandeur, un emploi. On n'essaie plus de chercher s'il a besoin d'orientation, etc. C'est même pire que ça. C'est pas lui trouver un emploi, c'est qu'il retourne rapidement à l'emploi. Voilà, enfin, le retour rapide. Quel que soit l'emploi. C'est ça les présupposés ce qui nous a amené à la fusion. C'est de nous mettre dans une démarche de mettre le demandeur d'emploi dans une logique d'accepter le retour rapide, moi je dirais expéditif, parce que c'est ça que ça veut dire, expéditif à l'emploi. Mais pour faire n'importe quoi. Monsieur, ce que vous allez prendre, c'est ce que moi je vais vous donner, c'est l'offre d'emploi que j'ai là. Bon, elle vous convient pas tout à fait, d'accord, c'est un temps partiel, c'est 25 heures par semaine, vous pouvez faire 35, mais c'est quand même mieux que rien, et donc vous allez le prendre, quoi. L'essentiel, c'est qu'ils sortent et qu'on continue ce maelstrom, c'est-à-dire la généralisation de la précarité, etc. Et que nous, on est censé être les instruments qui servent à faire accepter cette réalité-là, quoi. Il y a encore 5-6 ans à la NPE, on m'apprenait en formation initiale à avoir de l'empathie.
On m'apprenait effectivement à pas ne penser à la place du demandeur d'emploi. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui étaient importantes il n'y a pas si longtemps, qu'on balaye aujourd'hui du jour au lendemain, qui font que là, finalement, c'est une relation sous la contrainte, quoi. Que je le veuille ou non. Ils savent pas comment dire non si ça correspond pas. Donc ça se voit sur leur visage parfois, quoi. Ils se disent ben voilà, et si je dis non, ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà. Il y a un déni de la part des pouvoirs publics, de nos politiques, et les demandeurs ils le savent encore mieux que nous, c'est qu'il y a un certain nombre d'offres d'emploi aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas accepter, du point de vue du salaire, du point de vue des conditions de travail qui sont proposées, du point de vue de la précarité des postes, des horaires difficiles en 2-8 ou en 3-8, et souvent en plus c'est la totalité de c'est le cumul de cet ensemble-là qui fait qu'à un moment donné ces offres-là elles peuvent pas être acceptables. C'est pas qu'il ne veut pas le faire, mais qu'il ne peut pas le faire, il peut pas l'accepter parce que ça peut pas lui permettre de vivre lui ou sa famille. Là, on est en train de devenir les flics de l'emploi, c'est-à-dire qu'on est dans la mission aujourd'hui, même si on n'a pas encore tout vu, mais on voit bien qu'on va droit vers ça, de coercition, contrôle, sanction du demandeur d'emploi, et ça, c'est un autre métier, et moi, j'en veux pas, quoi. De toute façon, je le ferai pas. C'est clair, je le dis tout de suite, on m'obligera pas à le faire. Peut-être on est certain à penser ça, peut-être qu'on sera viré un jour, mais en tout cas, on fera pas ce qu'on veut nous faire faire à ce niveau-là. On résistera. Si vous connaissez déjà le mot-clé du service souhaité, vous pouvez le prononcer dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, dites « Actualiser ». Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire, dites « Inscription ». Pour les offres d'emploi, les formations, votre recherche d'emploi. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'aujourd'hui, tous les demandeurs d'emploi pourraient trouver un emploi ? Non, d'ailleurs, il y a quelque chose d'éminemment pervers et contradictoire dans le discours à la fois des dirigeants, mais aussi des responsables des intermédiaires du marché du travail. C'est que si tout d'un coup tout le monde se mettait véritablement, frénétiquement à chercher un emploi, donc les 4 millions de chômeurs défilaient dans la rue avec des pancartes « on veut travailler », etc., frapper à la porte des usines, ils ne seraient pas accueillis. La situation du marché du travail aujourd'hui, c'est pas une situation dans laquelle il y aurait 28 millions d'emplois d'un côté, 28 millions de personnes disponibles pour travailler de l'autre, et 4 millions de personnes qui n'ont pas envie de travailler. 4 millions de personnes qui n'ont pas envie de travailler, et donc de l'autre côté, 4 millions d'emplois qui attendraient une prise de poste de gens qui snoberaient l'emploi du haut de leurs allocations chômage. C'est pas du tout ça la situation. Ces 4 millions d'emplois n'existent pas. Mais alors pourquoi et les entreprises et le gouvernement nous racontent cette histoire de chômeurs, fainéants, inemployables qui expliquerait le chômage? Si on arrive à convaincre les chômeurs qu'ils sont responsables de leur état de chômeur, que c'est de leur faute s'ils ne trouvent pas d'emploi, on débarrasse du coup les politiques et les entreprises d'une responsabilité écrasante, puisque ça fait 20 ans que les politiques et les responsables d'entreprises ne sont pas capables de trouver ou de proposer une solution efficace au problème du chômage, on comprend qu'ils essaient de convaincre les chômeurs que c'est de leur faute. Leur idée, c'est la suivante, c'est que si les gens cherchaient plus activement un emploi, plus activement du travail ou un emploi, la concurrence entre les travailleurs serait donc plus forte sur le marché du travail. Donc le salaire ou le prix du travail aurait tendance à baisser ou au moins à être contenu dans ces évolutions. Et donc ce prix du travail étant soit baissé, soit contenu, ceci encouragerait les entreprises à les embaucher. Donc finalement, la concurrence des travailleurs produirait la baisse du salaire qui encouragerait les employeurs à les acheter, ces travailleurs, puisque leur prix baisse sur le marché du travail. Bon. Et donc vous avez une vision du monde dans laquelle, finalement, les travailleurs, en se faisant concurrence, arrivent à créer de l'emploi. Et donc une vision du monde dans laquelle aller à la cueillette aux champignons, ça fait pousser les champignons. Et aller chercher de l'emploi, ça fait croître de l'emploi. Bon. Ce qui est une pensée complètement délirante, parce que les emplois ne se créent pas sur le marché du travail. Les emplois ne se créent qu'à condition qu'il y ait des débouchés rentables pour la production qui sort de cet emploi. Donc les travailleurs n'ont en réalité aucun moyen de créer de l'emploi dans le capitalisme. Mais en plus, aujourd'hui, on a la preuve qu'elle ne marche pas, cette théorie, parce que depuis 30 ans, avec la flexibilité, les temps partiels, etc., les salaires, ils ont baissé.
Or, le chômage, il est toujours là. Oui, mais alors là, je vais vous faire la réponse de mauvaise foi de mes adversaires. C'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans les réformes. C'est parce que le libéralisme n'a pas pu être mis en œuvre de manière suffisamment poussée, parce qu'il y a toujours la résistance sociale, il y a la résistance peut-être des partis un peu moins conservateurs ou néoconservateurs que ceux qui ont mis en place ce consensus. Voilà ce que répondent, disons, les adversaires. C'est qu'on n'a pas appliqué les remèdes avec suffisamment de constance et de sévérité. Et donc on n'est pas allé au bout de la logique. Mitzi, chut, reste tranquille. Ça va? Ça va, oui. Arrête, elle va tomber. Tiens. Maman. Elle va tomber. Je veux la prendre. C'était pas prévu. Là, j'ai appris hier qu'il renouvelait 6 mois. Alors bon, ben, c'est impeccable. C'est super chouette même. Bon, ben, parce que bon, ben, je sentais que j'étais partie pour me retrouver au chômage, quoi. Et puis bon, moi, chômage, pas trop, quoi. Ça, c'est un truc, ça commençait à me tourner dans la tête. Et puis, ça me plaisait pas, quoi. J'ai dit, bon, ben, il faudra que je retrouve du boulot ailleurs, c'est pas évident. Hein. Et puis là, bon, ben, en même temps, je suis sur une formation, j'ai fait des tests. J'aurai, si ça se fait, une remise à niveau. Et puis je repartirai pour une formation pour avoir un CAP de petite enfance. Alors bon, ben, c'est super. C'est super. Si tout ça se fait, je verrai un peu plus le bout du tunnel, quoi. C'est quoi? C'est un bouchon de On entend parfois dire que le chômage est un choix politique. Oh, peut-être que quelques cyniques, peut-être parmi les économistes, quelques cyniques, enfin peut-être Madame Thatcher, peut-être Monsieur Reagan ont vu dans la montée du chômage un principe de remise en ordre du capitalisme. De même qu'ils ont vu dans la montée en puissance des marchés financiers, qu'ils ont déchaîné un principe de remise en ordre du capitalisme. Et que donc la brutalité s'exerçant des deux côtés, sur les salariés, par le chômage et par la dictature des rendements financiers, on allait résoudre ce qu'ils appelaient le problème de gouvernabilité de la société. La société allait redevenir gouvernable, les syndicats seraient dans les cordes, les institutions protectrices du salariat se fissureraient de partout. Donc sans doute que certains ont fait ce pari très cynique, alimenté par des think tanks néolibéraux qui n'ont rien à envier au cynisme des analyses de Marx. Hein. Finalement, c'est un petit peu de la même vision conflictuelle du capitalisme, mais du côté de l'ordre financier et patronal. Donc oui, certains, sans doute très grands libéraux, néoconservateurs, ont fait ce choix. Mais je ne pense pas que globalement l'ensemble des dirigeants de la planète se présentent l'affaire comme un choix. Simplement, ils appartiennent aussi à des catégories sociales qui sont protégées du chômage et ils perçoivent sans doute beaucoup moins l'urgence d'y remédier. Et donc, se mettre du côté des pauvres, ça n'est pas leur penchant naturel. Voilà. Franchement, quand j'ouvre la lettre, je me dis, bon, vas-y, regarde. Je vois à chaque fois, nous vous envoyons nos désolés, tu sais, leur phrase, là, qui veut rien dire. Ben ouais. Et après, je suis deg. Je me dis, pourquoi moi, j'ai pas ma chance? Pourquoi ils me disent pas... Ouais, voilà, on recherche personne pour le moment. Non, c'est non, on nous envoie vos désolés, c'est pas possible pour vous, merci, au revoir, quoi. Je sais pas, tu te dis, pourquoi ils te donnent pas ta chance à toi? Pourtant, une bonne lettre de motivation, bien écrite. Bon, un CV, j'ai pas trop d'expérience, mais je vous en demande. Un test, voilà, pas mal, voilà.
il y a quand même, il y en a quand même un qui pourrait me donner ma chance, non? Non? Ouais. Ouais, parce que nous, en plus, nous, ce qu'on vit, c'est l'avenir, c'est quelque chose de concret. On a envie de construire quelque chose, une famille. Enfin, bref, quand vous voyez tout ça, tous les refus, les choses comme ça, comment voulez-vous, après avoir le moral, ça déconne. Vous vous dites quoi je suis quoi? Je suis un vulgaire Kleenex, je vaux quoi? Mais je sais pas, il y a aussi quelque part de la... comment dire, un peu de rage, quoi, en fait. Il y en a marre, ça devient toujours un cercle infernal, quoi. Je travaille, je galère, je travaille, je galère, je travaille, je galère. Toujours comme ça. Comment on fait pour s'en sortir après comme ça? On avance, on recule, on avance, on recule. Je sais pas, après on se retrouve toujours. On a l'impression de se retrouver toujours au point de départ, quoi.